Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre notre webinaire. Il y a des personnes qui nous rejoignent encore en cours de route. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on vous propose un webinaire d'1 heure sur la question donc, du bien vieillir en milieu rural avec différents intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer, de témoigner sur leurs différentes expérimentations à ce sujet. Je vais donc partager mon écran et ma collègue Priscilla est à mes côtés et me fera signe s'il y a des questions pendant la présentation. N'hésitez pas également à utiliser le chat qui vous permet de poser vos questions pendant la visio. On peut s'arrêter à tout moment, faire des breaks s'il y a des questions, interrogations pendant les présentations de nos partenaires. Pendant cette présentation, donc, on va partir de l'exemple et du témoignage notamment de 3 tiers-lieux qui font partie du réseau Tiers-lieux Grand Est qui ont répondu ensemble à un appel à manifestation d'intérêt sur la question du bien vieillir en tiers-lieu. On aura ensuite l'intervention de Service civique Solidarité Senior qui présentera les différentes missions possibles à déployer dans des tiers-lieux, mais également dans des associations, collectivités sur la question du lien avec les seniors. On aura également l'intervention de Action Tank qui a publié récemment un guide pour accompagner les collectivités qui souhaitent accueillir ou développer des projets de tiers-lieu autonomie. Et on finira par une intervention de chercheurs et chercheuses, notamment de Génératio, sur la question voilà, du bien vieillir et comment faire le lien avec l'activité des tiers-lieux. Alors, je vais désormais partager mon écran. Et ben, c'est parti. Donc, tiers-lieu autonomie, comment bien vieillir en tiers-lieu. Donc un tout petit mot pour ouvrir le bal avec donc la présentation du réseau Tiers-Lieux en Grand Est, puisque vous ne connaissez pas forcément tous et toutes l'activité du réseau. Donc on est dans une association collégiale qui a été créée en 2021 par des tiers-lieux et pour des tiers-lieux. On représente cette année 95 adhérents qui sont soit des tiers-lieux, soit des structures, soit des partenaires, soit des porteurs ou porteuses de projets qui nous rejoignent dans ce réseau. Le chiffre est un peu voilà, variant chaque année, mais on a environ estimé 150 tiers-lieux à l'heure actuelle en région Grand Est. Donc tous et toutes ne sont pas partie prenante du réseau, mais on va vers un nombre qui grandit d'année en année. Et le réseau donc, porte des événements physiques et virtuels toute l'année, des rencontres locales, départementales, des webinaires, des temps de formation, d'accompagnement, évidemment. Et vous voyez apparaître les partenaires du réseau, partenaires financiers et partenaires stratégiques sur cette diapositive. Donc les missions du réseau, elles ont été retravaillées très récemment avec l'ensemble des administrateurs et administratrices du collège. Donc il y a vraiment l'animation de la communauté, le fait de vraiment créer une communauté de projets, de mutualiser des outils et des méthodologies, représenter et défendre les tiers-lieux du Grand Est auprès d'institutions locales, régionales et nationales, et aussi auprès de partenaires privés pour vraiment porter la voix de ces projets et de ces dynamiques. On a également le fait d'accompagner les tiers-lieux et de former les équipes des tiers-lieux, bénévoles et salariés, via différents parcours d'accompagnement en fonction du développement, de l'étape de développement de ces projets et des formations certifiantes ou non, en fonction également des besoins qu'on recense tout au long de l'année. On a la mission également d'outiller les tiers-lieux. Alors, on outille les tiers-lieux avec des communs qui sont produits par d'autres réseaux régionaux ou par d'autres tiers-lieux ou nationales qui arrivent en région, mais également de projets qui sont initiés en région Grand Est et qu'on partage ensuite à nos partenaires. Des outils qui nous permettent de, de rendre plus efficaces finalement les développements de ces tiers-lieux et donc de mutualiser des méthodologies. On a vraiment la mission au sein du réseau et au sein des tiers-lieux de documenter ce qu'on fait pour le partager au plus grand nombre. Et donc, on essaie de développer de plus en plus de plateformes et de ressources partagées. Et enfin, mission de fédérer et contribuer, donc rassembler ces tiers-lieux au sein d'espaces de travail, d'espaces de gouvernance, d'espaces de décision. Euh, voilà, au sein du réseau, finalement, on a des espaces de gouvernance et des espaces plus opérationnels pour porter l'ensemble de ces projets. Donc, une présentation rapide du réseau. Un petit mot donc, sur la gouvernance. Vous avez à l'heure actuelle 15
tiers-lieux qui sont membres du collège et qui donc portent la vision stratégique du réseau à nos côtés. Et le fonctionnement au quotidien, donc porté par 3 salariés. Donc je suis aujourd'hui accompagnée de Priscilla Schor sur la communication et l'animation, Morgane Dubois sur les questions d'accompagnement et de formation, et moi-même sur la direction de l'association. Voilà, c'était une présentation rapide pour passer assez rapidement au sujet, parce qu'on a pas mal d'intervenants et d'intervenantes aujourd'hui. Donc je vous propose les unes les autres de prendre la main lorsque vous êtes prêts et prêtes. On commence par donc l'AMI pardon, qui a été remportée par 3 tiers-lieux de la région. Et je crois que c'est Karine qui démarre. Oui, c'est moi qui démarre. Bonjour à tous. Donc effectivement, donc moi je suis Karine, j'appartiens donc au pôle coopératif, un tiers-lieu à Revigny-sur-Ornain, donc dans la Meuse. Donc le réseau nous a mis en relation avec 2 autres tiers-lieux qui sont le Goût des autres et un zeste pour la planète, pour lequel on a en fait répondu. On a choisi de répondre à 3 sur la candidature de l'AMI Bien vieillir en tiers-lieu. Donc on est tous en fait, on est 3 tiers-lieux différents au niveau géographique, puisque nous on est dans la Meuse, le Goût des autres sont dans la Haute-Marne et un zeste pour la planète sont sur les Vosges. Donc on a choisi en fait de répondre à l'AMI. Le Pôle Coop est chef de file. Pour autant, chacun de nos projets aura un consortium qui lui sera bien spécifique. Donc là, le consortium que vous voyez, c'est celui qui avait été fait pour le pôle coopératif. Donc l'esprit, c'est de mutualiser et de partager en fait l'AMI et que chacun puisse le développer dans son tiers-lieu. Ça, ce sont les enjeux du projet. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est trois tiers-lieux. On est tous les 3 situés en ruralité, 3 tiers-lieux ruraux, avec une importance en fait de la mobilité dans le sens où elle est assez restreinte, hein, et où les seniors ont parfois du mal à se déplacer et à venir vers nos tiers-lieux. La population est forcément vieillissante. Il y a 31% des personnes âgées qui ont plus de 60 ans. Et pour celles qui sont socialisées, en fait, plus l'âge avance et plus la dépendance est retardée. J'ai été trop vite. Les cibles donc sur notre AMI, c'est les 65 ans et plus. Donc ce sont ceux qui vivent à leur domicile, hein, ou qui sont résidents sur des structures collectives et qui sont plus ou moins mobiles avec des aidants et des proches qui peuvent ainsi les véhiculer aussi, et des seniors aussi qui souhaitent en fait s'investir dans la vie locale. Donc notre but au regard de cette AMI, c'est de renforcer le lien social, l'autonomie et la participation active des seniors, en les invitant finalement à venir sur nos tiers-lieux, où nous, dans notre cas, on va aussi aller vers eux dans les différentes communes qui sont aux alentours. Donc le but de l'AMI, en fait, ça va être sur 3 actions. On va mettre en place un café senior où en fait on va les faire rencontrer chaque senior et voir un petit peu les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, et parfois partager aussi quelques ateliers. On va mettre en place un point info pour leur montrer un petit peu tout ce qui existe et tout ce qu'ils peuvent vers quelle structure ils peuvent aller selon le besoin qu'ils ont. Le but, c'est pas de refaire quelque chose qui existe déjà, mais c'est bien de le réorienter vers ce qui existe déjà. Et ensuite, ça va nous permettre aussi de développer un réseau d'acteurs, et ainsi permettre aux acteurs de se connaître un peu plus entre eux aussi, et ainsi, pourquoi pas, voir naître des coopérations entre eux. Donc on est en consortium des 3 tiers-lieux. Chaque consortium va en fait tester, échanger donc le principe de ces 3 actions, et puis on va en fait partager un petit peu les retours qu'on peut avoir, et chacun va pouvoir aussi s'inspirer de ce qui se fait chez l'autre.
Voilà, tous en s'adaptant chacun avec aux spécificités locales qui nous sont propres, puisqu'on n'aura pas forcément, on va pas forcément travailler avec les mêmes partenaires, puisque parfois ils sont pas existants sur un territoire, et voilà. Voilà. On va passer plus vite sur l'autre. Et donc ensuite, du coup, eh ben, on vous présente donc nos 3 tiers-lieux. Bon, j'espère qu'on est bien dans le time, Camille, c'est bon? Donc là, je vous présente, moi, je vais vous parler donc du pôle coopératif. Donc nous, on travaille sur 6 pôles, donc de formation et de compétences. On va aussi accompagner des entrepreneurs, on va être dans l'entrepreneuriat. On travaille aussi sur un axe santé et bien-être. Et on a également du numérique où là, par exemple, on touche pas mal de seniors, nous, sur le numérique. Et on est pour parler d'un Fab Lab à mettre en place. On travaille aussi sur la transition écologique avec des jardins partagés ou des jardins où on aide par exemple la ville sur des jardins familiaux, et on va travailler aussi sur la citoyenneté. Et en fait, on s'adresse à tout public, associations, structures, habitants, jeunes, moins jeunes, voilà, ça va être un peu tout. Donc nous, ce qui va être mis en place, donc c'est le café senior avec des rendez-vous réguliers au sein du tiers-lieu, où comme je vous disais, nous on a fait le choix aussi d'aller vers les seniors, donc à l'extérieur, aussi bien dans les collectivités, dans les mairies qui pourront nous, nous recevoir. Ensuite, donc il y aura le point info senior qui va être identifié donc au niveau du tiers-lieu, où ils vont pouvoir en fait avoir tout ce qui existe. Enfin, nous, on va essayer avec les structures qui existent sur notre territoire, en fait, de leur donner le panel de tout ce qui existe en fonction du besoin qu'ils auront formulé. Et donc, le réseau d'acteurs du bien vieillir. Voilà. Donc là, pense que je peux passer la main Oui. à un geste pour la planète. Voilà, Voilà, Dominique. donc je prends la parole. Merci Karine. Voilà, donc je suis Dominique, donc de l'association Un Zeste pour la planète, hein. Donc, voilà, donc nous sommes situés sur un écolieu dans les Vosges, hein, dans le Fort-Ouest vosgien, un triangle Mirecourt, Neuchâteau, Vittel. Voilà. Et donc dans notre projet, donc il y a 3 projets différents, donc devenir un tiers-lieu nourricier, devenir un tiers-lieu autonomie et un volet sur l'éduquer dehors où on accueille des enfants. Donc tout ce qui est particulier donc sur le tiers-lieu autonomie, donc en plus du point info senior et du bar senior, donc nous on voudrait créer un sentier cognitif et sensoriel qui fait le tour du domaine, hein, parce que notre tiers-lieu fait 7 hectares et demi. Donc, on a toute la place pour faire ça. Donc, on va adapter notre jardin pour accueillir des personnes âgées. Et aussi, donc, dans notre lieu, on va accueillir des personnes âgées en tant qu'habitants. Voilà, donc on a prévu d'accueillir, de créer 6 appartements spécifiques pour personnes âgées autonomes. Voilà, et donc ces personnes âgées participeraient euh, au tiers-lieu autonomie et en le faisant aussi vivre avec nous. Voilà, voilà ce que je peux rajouter pour présenter un peu notre lieu dans le temps qui m'est imparti. Donc je passe la parole à mon successeur. Toc, oui, c'est Jacques-Philippe, vous m'entendez? Oui, impeccable. Eh bien, moi, je vais vous parler du goût des autres, qui est un tiers-lieu à Langres, tiers-lieu qui a plusieurs volets. Le premier volet, c'est une auberge à base de produits locaux, un restaurant, et qui a l'originalité, son originalité, c'est que les repas sont préparés et servis par des salariés en transition professionnelle. Nous sommes atelier chantier d'insertion. La deuxième axe du projet, c'est à droite de l'image, une université populaire avec des cours, des ateliers, des conférences. Voilà, même si on est en milieu rural, on sait, on voit, on expérimente le fait que le savoir existe, chacun et chacune a un savoir et peut le partager au cours de rencontres. Donc, on a tout un programme autour de cette université populaire. Et puis en bas à droite, le dernier volet, c'est une maison vivante avec 8 logements
avec des personnes qui habitent le lieu, avec aussi des chambres pour des personnes de passage, avec un atelier de coworking, avec une animation, avec voilà, un lieu qui vit. Et on se rendait compte que dans ce lieu qui vivait, finalement, beaucoup d'appartements sont occupés par des seniors. Et on faisait du bien vivre, bien vieillir en tiers-lieu sans s'en rendre compte, uniquement par le fait que les gens se rencontrent, les gens prennent soin les uns des autres, chacun y trouve sa place, alors dans une dimension intergénérationnelle. Et c'est pour ça que ça nous a intéressé de répondre à cette AMI avec les autres structures, et notamment de mettre en place un projet de café senior et un point info. euh, pour les personnes qui habitent le tiers-lieu, mais aussi pour les personnes de l'extérieur. Hein, c'est un tiers-lieu qui se veut toujours en partenariat avec ce qui se fait sur l'extérieur. Donc on a toute une équipe de bénévoles qui travaille sur cette réflexion autour du tiers-lieu, du point info senior, avec aussi, on se met en place un partenariat avec toutes les structures publics ou privés qui travaillent autour des seniors, de la gérontologie, de la santé, de l'aspect pratique. Euh, voilà. Je terminerai en disant que c'est stimulant de travailler avec d'autres tiers-lieux et ça a du sens parce que finalement on apprend aussi de l'avancée des uns et des autres et c'est une forme de compagnonnage. Nous, on est peut-être un tout petit peu moins avancé que les autres tiers-lieux, mais justement, c'est intéressant de travailler à plusieurs. Merci pour ces trois premières interventions. On va laisser la parole maintenant à Service civique Solidarité Senior, sauf s'il y a des questions déjà sur l'AMI ou pour les trois tiers-lieux qui ont déjà présenté leur témoignage. A priori, c'est tout bon. Ok. Bonjour à tous. Donc moi je suis Marie-Georges, je suis responsable Grand Est pour le service civique Solidarité Senior. Donc le service civique Solidarité Senior est une mobilisation collective et nationale qui a été lancée en 2021, donc en période post-Covid, pour lutter contre l'isolement des seniors par la solidarité intergénérationnelle. Donc c'est une mobilisation qui est soutenue et qui est copilotée par les ministères de l'autonomie et de la jeunesse, qui est financée par l'action sociale de l'Agir Carco et qui est donc portée par l'association ANDSC2S, qui est une association ad hoc, et qui a pour vocation de rassembler les acteurs du grand âge et les acteurs de la jeunesse, pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui s'engagent auprès d'un maximum de seniors. Je pense que vous pouvez juste passer, que vous pouvez passer la slide. Super, merci. Donc, le service civique solidarité sociale, ça va être un dispositif qui va du coup avoir pour vocation de rapprocher les générations, mais aussi de valoriser les métiers du médico-social et les métiers du grand âge. Donc c'est un dispositif, donc le service civique, hein, qui s'adresse à des jeunes qui vont avoir entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. La particularité, c'est qu'il n'y aura pas de demande de prérequis, de compétences, seule la motivation compte. Vous avez des jeunes du coup de tout niveau qui peuvent faire des volontariats en service civique et ils vont faire des missions auprès d'un public âgé de 60 ans et plus qui peuvent vivre à domicile ou en établissement. Donc, ce sont des jeunes qui vont s'engager dans des structures assez différentes, hein. Ça va être enfin, l'objectif, c'est d'être dans des structures qui ont un intérêt général et souvent qui portent un, un projet associatif. Donc, ça va être des structures publiques, des mutuelles, des associations, du non lucratif en général. C'est des jeunes qui vont se consacrer du coup à des missions pendant 6 à 12 mois. Nous, en moyenne, c'est des missions de 8 mois et entre 24 et 35 heures semaine. Donc nous, on privilégie les missions de 26 heures semaine, ce qui permet aux jeunes de se consacrer quand même à leur projet d'avenir. Et c'est des jeunes qui vont bénéficier de pas mal d'avantages, d'une couverture sociale et d'une indemnité d'à peu près 619 euros, dont 80% va être pris en charge par l'État. Donc c'est bien une indemnité parce que ce n'est pas un salaire, ce ne sont pas des salariés, c'est vraiment des volontaires en service civique.
Donc, ce sont des volontaires qui vont avoir différentes missions en fait dans les structures qui les accueillent. Ça peut être des visites en chambre et des animations collectives dans tout ce qui va être un peu EHPAD, résidence autonomie, hôpitaux. Et puis après, dans tous les autres structures, ça va plutôt être des visites à domicile, par exemple, des visites de convivialité pour aller vers les seniors qui soit peuvent plus sortir de chez eux, soit qui n'ont pas forcément beaucoup de visites. Alors là, ça va être aller lire le café, aller lire le journal, prendre le café, passer du temps, papoter. Voilà, ça va être vraiment de la convivialité. Et ça va être aussi des animations collectives. Donc ça peut être sur l'animation, par exemple, de café senior, ça peut être l'organisation d'après-midi jeux, de travaux manuels, artistiques, de la pâtisserie, de la couture. Enfin, vraiment, c'est très vaste. Le champ des possibles est assez grand. En tout cas, ils vont vraiment être là pour animer et pour créer du lien. Ça va vraiment être ça leur mission. Je veux bien que vous passiez la diapo. Merci. Et donc du coup, la NDS et des Est, on a des collègues qui sont partout sur la région et qui vont être là à différents moments et qui vont pouvoir vous accompagner, notamment dans la création, un peu la définition de la mission, donc ce que le jeune peut faire, va faire, quand il va le faire, son planning, etc. Identifier les tuteurs et les former aussi. Donc on a des formations pour les tuteurs qui sont dédiés au SC2S. On va être là aussi pour appuyer au recrutement, donc ça va être la diffusion des annonces auprès des partenaires jeunesse, c'est-à-dire missions locales, lycées, un petit peu partout où il peut y avoir des jeunes ou associations de jeunesse. On va accompagner les tuteurs aussi et les jeunes tout au long de la mission, en préparant l'accueil du jeune, en étant présent au démarrage de la mission, en étant présent au milieu de la mission par un bilan intermédiaire. À la fin de la mission, on va aussi accompagner quand il peut y avoir des difficultés, soit une mission qui correspond pas et qu'il faut un petit peu retravailler, soit un jeune qui va être voilà démotivé ou voilà, on va être là s'il y a des soucis. On va être là aussi pour équiper les jeunes, donc avec des tenues jaunes, comme vous voyez sur la photo, donc assez repérables. L'idée, c'est qu'ils soient quand même bien identifiés dans les structures comme n'étant ni bénévoles ni salariés, mais vraiment volontaires. Donc, ils portent une tenue jaune, voilà, assez facile à reconnaître. On va aussi venir pour animer des temps de communauté, donc entre les jeunes et entre les tuteurs pour qu'il y ait des échanges de pratiques, du partage, de la cohésion et on va les accompagner dans la définition de leur projet d'avenir. Donc l'idée étant de avoir des jeunes qui, après, à la fin de leur service civique, sachent s'ils ont envie de s'engager dans une formation particulière, dans un mouvement associatif, hein, qu'ils ont envie de continuer leur engagement ou leur parcours professionnel. Donc voilà, j'ai essayé d'être très courte. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de poursuivre, sauf en cas de questions, avec donc Action Tank et la Oui, présentation du guide par Mathilde. merci Camille et bonjour à tous. Mathilde Blanchard, je suis chef de projet dans l'association Action Tank, qui est une association de lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, je vais vous présenter du coup un guide qu'on a formalisé en partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d'un projet financé par AG2R La Mondiale. Donc, ce guide s'intitule Comment les tiers-lieux de mon territoire peuvent contribuer à la prévention de la perte d'autonomie. C'est un guide qui est directement inspiré de la politique publique mise en place par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et qui s'intitule Tiers-lieux autonomie. Et donc, ce guide vise à documenter cette politique publique, les conditions qui ont permis l'émergence d'un réseau aujourd'hui de 20 lieux, tiers-lieux labellisés tiers-lieux autonomie, et puis voilà, de donner des clés pour étendre cette démarche à d'autres territoires en France. Voilà, c'est un guide qui est structuré autour de trois grandes questions. Donc, qu'est-ce qu'un tiers-lieu autonomie au sens enfin, au sens de la politique publique qui a été formalisée et conçue par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Donc, c'est une première partie qui revient sur les missions, les fonctions du lieu. Ensuite, on a une deuxième partie sur les enseignements tirés de l'expérience du département de la Seine-Saint-Denis, avec notamment un retour sur les modalités d'accompagnement, et j'aurai l'occasion de les représenter un petit peu plus tard, du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Et enfin, une troisième partie qui interroge la réplication de cette politique publique sur d'autres territoires, puisque c'est une politique qui est particulièrement ambitieuse et qui donc voilà, ne
enfin, dans le contexte budgétaire qu'on connaît actuellement, peut être difficilement pour d'autres collectivités réplicable en l'état. Donc c'est un guide qui, voilà, comme le disait Camille en introduction, s'adresse en priorité à des collectivités territoriales, donc de différents échelons, hein. On peut être sur des départements, puisqu'ils ont la compétence de l'action sociale, mais aussi au niveau des régions, par exemple, puisqu'ils ont la compétence de l'économie sociale et solidaire, à titre d'exemple. Bien qu'on passe à la suite. Merci. Donc, un tiers-lieu autonomique tel que le définit le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, c'est un espace de proximité ancré dans les quartiers. Majoritairement, ils sont implantés en QPV, quartier prioritaire de la ville. Et ce sont surtout des lieux de convivialité qui proposent un accueil inconditionnel, c'est-à-dire non stigmatisant et sans aucune condition. Donc, ils n'accueillent pas uniquement des personnes en perte d'autonomie, donc personnes âgées et personnes en situation de handicap, mais ils leur portent une attention particulière. Et comme vous l'évoquiez aussi pour les différents tiers-lieux qui ont pris la parole au début de ce webinaire, voilà, c'est comment on arrive à se professionnaliser et monter en compétence sur un public qu'on accueille finalement déjà. Aujourd'hui, le réseau de la Seine-Saint-Denis est constitué de 20 lieux répartis sur l'ensemble du territoire. Ce sont donc des lieux qui ont des formes et des cœurs d'activité particuliers, enfin, différents d'un lieu à l'autre. Il y a autant de tiers-lieux autonomie enfin, de modèles de tiers-lieux autonomie que de tiers-lieux autonomie. Donc là, je vous ai mis quelques photos. On retrouve par exemple une ferme urbaine qui s'appelle la Ferme des Possibles à Drancy. Il y a également une cantine qui s'appelle le Pas si loin à Pantin ou une épicerie solidaire à Bobigny. Donc voilà, c'est deux lieux qui ont des formes très différentes, mais qui partagent tous un référentiel commun de quatre fonctions. Donc la première qui est celle d'accueillir et d'écouter. Donc on reboucle avec ce que je vous disais sur l'accueil inconditionnel. Voilà, ce lien de confiance qui se tisse, qui va ensuite permettre voilà, aux usagers et au public d'exprimer leurs besoins, et ce qui voilà, permet aussi de remplir la deuxième fonction du lieu, qui est informer et orienter, c'est-à-dire que les porteurs de projets sont formés au champ médico-social, enfin, voilà, avec les différentes structures et donc, ils sont en mesure de réorienter quand ils n'ont pas les réponses aux questions des usagers vers d'autres structures compétentes du territoire. Ensuite, la troisième fonction, c'est qu'ils intègrent directement des ateliers de prévention destinés aux personnes en perte d'autonomie. Donc, ça peut être par exemple de la gym douce, des ateliers mémoire, des ateliers couture, des ateliers numériques. Voilà, il y a un vaste éventail de ce qui est possible. Et enfin, une quatrième fonction qui est celle de favoriser le pouvoir d'agir. C'est donc se pose la question de comment intégrer et impliquer les personnes en perte d'autonomie dans la vie du lieu, donc aussi bien dans les activités même que par exemple dans la gouvernance. Bien qu'on passe à la slide suivante. Merci beaucoup. En termes de modalités d'accompagnement, donc à ce jour, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a enfin trois grandes modalités d'accompagnement de ces lieux. La première modalité, c'est un double soutien financier avec voilà, la particularité d'un soutien pluriannuel en fonctionnement, donc à hauteur de 50 000 euros sur 3 ans pour financer un ETP dédié de coordination et d'animation de cette brique autonomie. Et puis, voilà, un soutien également en investissement pour faire éventuellement des aménagements au sein du lieu qui permettent l'accueil de personnes en perte d'autonomie. La deuxième modalité d'accompagnement, c'est celle de dispense de formation aux enjeux médico-sociaux. Donc ça, c'est des formations qui sont directement proposées par la direction autonomie du conseil départemental. Et donc, c'est voilà, des formations assez variées, par exemple sur comment on s'adresse à des personnes en perte d'autonomie, par exemple autour de la santé mentale, autour des aides disponibles enfin, des aides disponibles, etc. Et enfin, une troisième modalité d'accompagnement qui est celle d'un soutien en ingénierie de projet spécialisé tiers-lieu. Donc ici, on est plus sur des enjeux de gestion à proprement parler du lieu. Donc on est sur des problématiques managériales, RH, voire économiques, sur le modèle économique. Et ça, c'est une brique qui est animée par le réseau situé en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle la coopérative des tiers-lieux. Et
à ces trois modalités d'accompagnement s'ajoute également le poste de chargé de mission tiers-lieu autonomie au sein même de la direction autonomie du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui permet donc d'accompagner et structurer le réseau tiers-lieu existant, de piloter l'appel à projet, puisque tous les ans il y a une nouvelle vague avec de nouvelles candidatures, et puis de faire connaître et faire rayonner la politique tiers-lieu autonomie auprès voilà, de structures soit locales, soit à des échelons aussi régionaux ou nationaux, enfin à l'échelon national également. Euh, je veux bien qu'on passe à la suite. Donc comme je le disais, dans le guide, on a aussi cherché à documenter et à explorer les différentes manières dont les territoires pourraient s'approprier cette approche, cette politique publique développée par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Donc, comme vous avez pu le voir à travers les modalités d'accompagnement, on sait que c'est une politique qui est particulièrement ambitieuse. On a bien conscience que voilà, tous les départements ne peuvent pas se permettre d'allouer autant de ressources que le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc, on a voulu, avec ma collègue Clémentine, qui a également travaillé sur ce guide, pouvoir explorer différents démarches qui s'inscrivent dans cette approche. Et donc, voilà, il nous a apparu qu'on pouvait jouer sur deux leviers clés. Le premier, c'est voilà, l'intensité des moyens RH qu'il est possible de mobiliser en interne au sein de la collectivité. Et puis, le deuxième, ce sont les capacités financières qu'il est possible aussi d'allouer. Et selon l'intensité, eh bien, on arrive voilà, à différentes démarches. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans le détail, mais simplement ici, c'était pour vous donner à voir que voilà, il y a plusieurs démarches. Elles sont toutes graduelle, complémentaire. Et l'idée aussi de cette partie-là dans le guide, c'était de dire qu'on peut effectivement commencer par une démarche, s'essayer à une autre, et puis finalement aboutir à quelque chose voilà, qui a plus de résonance, de plus structuré, et en fait avoir une démarche qui soit graduelle et avancer petit à petit. Et enfin, sur la slide suivante, on a également documenté, voilà, on propose également des fiches actions qui sont assez concrètes pour une collectivité qui souhaiterait s'engager dans cette démarche-là de préfiguration d'un réseau, enfin de constitution d'un réseau de tiers-lieu autonomie. Et donc, en s'inspirant de l'expérience de la Seine-Saint-Denis, on a pu faire un certain nombre de fiches actions dans laquelle on retrouve à chaque fois l'enjeu de la fiche, enfin, pardon, l'enjeu de l'étape clé, les objectifs qui sont poursuivis, les moyens à mobiliser et puis la durée estimée pour donner un ordre d'idée et essayer de guider le plus concrètement possible les collectivités qui souhaiteraient voilà, s'engager dans ce type de démarche-là. J'en ai fini pour ma présentation. Je vais juste, voilà, si vous le souhaitez, je vais vous mettre le guide dans le chat, comme ça vous pourrez le consulter si vous le souhaitez. Oui, on le repartagera également en Ça envoyant le marche. compte rendu à tous et toutes. Moi, j'avais une question peut-être suite à la publication du guide. Est-ce qu'il y a Oui. des collectivités du coup qui se sont rapprochées de vous? Sur quel type de territoire il y a eu des démarches similaires peut-être? Alors pour l'instant, on est effectivement dans une phase de diffusion du guide. Donc on a tenu plusieurs webinaires auprès de différentes communautés. Donc une avec France Tiers-Lieu, une autre avec Idealco. On a également pu diffuser le guide auprès de l'UNCAS, donc l'Union nationale des CCAS. Et on a eu pour l'instant des retours assez positifs et on est en cours de traitement en fait de ces différentes informations, donc je ne pourrais pas répondre d'emblée, enfin donner des noms de départements intéressés, mais en tout cas on voit que ça fait écho à des problématiques et à des enjeux et des initiatives qui à différents endroits et au sein de différents territoires. Donc peut-être que quand on aura fait justement tous ces éléments de bilan, Camille, je pourrais revenir vers vous pour vous répondre à ce sujet-là. Mais effectivement, ça fait écho à un certain nombre de démarches. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Est-ce qu'on poursuit? Eh bien, je crois qu'on poursuit avec Anne-Bérénice. Bonjour à toutes et tous. Merci du coup de me permettre d'intervenir lors de ce webinaire.
Donc, je suis Anne-Bérénice Simzac. Moi, je suis sociologue. Je travaille chez Génératio, qui est un cabinet d'études et de recherche, et je suis aussi chercheur associé à l'école d'architecture de Nancy. Du coup, je voulais vous présenter un premier travail que nous avions fait sur le vieillissement dans les territoires littoraux. Alors, je sais que le Grand Est, on n'est pas beaucoup concerné par les territoires littoraux, mais ce qui est intéressant là, en fait, c'est de voir les poursuites qu'on pourrait faire de ce travail et de voir aussi comment la recherche peut venir éclairer des enjeux qu'il y a sur les territoires au niveau du vieillissement, et notamment comment on peut lier les enjeux liés au vieillissement démographique et à la transition climatique également, et deux enjeux qui sont encore pas forcément travaillés ensemble au niveau des territoires et des collectivités publiques. Très rapidement, comment ce sujet a émergé. Donc en fait, Génératio au départ, on va dire à l'origine du cabinet, c'est un cabinet qui accompagne des collectivités dans les politiques publiques à mettre en place pour le bien vieillir, notamment dans le cadre de démarches type Ville Amie des aînés. Et à partir de ce qu'on a pu voir sur les territoires lors de ces accompagnements, a émergé différents enjeux, différentes zones d'ombre ou enjeux qui sont pas forcément traités encore au niveau de la recherche. Et l'idée, c'était de croiser en fait les choses entre ce qui pouvait émerger du terrain et ce que pouvait apporter la connaissance issue de la recherche en sciences humaines et sociales notamment, et comment cela, ça pouvait venir se répondre et puis essayer d'améliorer un petit peu les choses les unes avec les autres. Et en fait, quand on a été contacté par plusieurs villes littorales, en fait, pour les accompagner dans une démarche Ville Amie des aînés. Et lors des différents accompagnements qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes enjeux qui revenaient parce que ces territoires étaient donc forcément très attractifs pour les seniors, les retraités. C'est pas un mythe, vieillir au soleil, au bord de l'eau, en bord de littoral, c'est toujours très recherché par les retraités. Et puis, il y avait également l'enjeu du changement climatique avec le recul du trait de côte, mais aussi des canicules dans le sud, la sécheresse, etc. Et les collectivités se retrouvaient un petit peu prises en tenaille entre ces deux enjeux-là et ne savaient pas forcément comment y faire face. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Et à partir d'un travail qu'on a fait auprès de différentes villes, alors qui vont de Dunkerque, en passant par Biscarrosse, La Rochelle, La Ciotat, Saint-Raphaël, dans la Méditerranée, donc on a vraiment un petit peu tout l'arc littoral français. On a pu identifier 10 enjeux en fait du vieillissement et du changement climatique sur les territoires littoraux, et qui sont sur différents sujets, on va dire des modes de vie et des enjeux en fait pour les seniors qui habitent sur ces territoires-là, que ça soit au niveau du parcours résidentiel avec comment on fait pour trouver des logements adaptés et de pouvoir peut-être bouger, changer de logement lorsque celui-ci n'est plus adapté, mais qu'en même temps on est sur une zone qui est extrêmement tendue en termes d'immobilier notamment. Comment on permet aux nouveaux seniors arrivants de pouvoir s'ancrer sur le territoire, recréer du lien, etc., sur une zone où forcément ils n'ont pas forcément toujours les attaches, parce que certains arrivent sans connaître du tout le territoire, alors que d'autres ont déjà une connaissance du territoire parce qu'ils avaient là avant une maison de vacances, par exemple, et il y avait déjà un réseau qui était un petit peu tissé. Ça emmène aussi la question de nouveaux quartiers qui se réinvente ou se réorganise autour d'une vie quotidienne, dans le sens où avant c'était des quartiers qui étaient plutôt pour des résidences secondaires et qui maintenant sont des résidences principales, mais qui sont forcément plus éloignés des services, qui n'ont pas été forcément pensés comme tels et comme des quartiers pour des personnes vieillissantes, etc. Donc comment les collectivités font aussi pour pouvoir adapter ces quartiers-là. Il y a aussi tous des enjeux sur l'accès aux soins, l'accès aux services également, donc sur des zones où on a de plus en plus de besoins en termes médicaux, mais aussi paramédicaux ou d'aide à domicile tout simplement, où on a souvent des seniors qui sont en difficulté pour trouver de l'aide, notamment sur les périodes estivales, qui sont celles aussi où il y a encore plus de personnes qui arrivent sur ces territoires à ces moments-là. Il y a aussi des enjeux qui sont liés plutôt à comment on peut prévenir les aléas climatiques au regard d'une population qui est vulnérable, puisqu'en fait on se rend compte que quand un aléa climatique extrême arrive, ça peut être compliqué pour des personnes qui jusque-là ne présentaient aucune vulnérabilité
et qu'en fait, du fait de cet aléa climatique, prenons par exemple l'exemple des inondations, comme il y a eu dans le Nord il y a quelques années maintenant, en fait, c'est des gens qui tout de suite vont avoir plus de mal à quitter leur maison, à trouver, je sais pas s'ils ont besoin d'un traitement, un médicament sur le long cours, etc. Et qui en fait, qui n'étaient pas concernés par une vulnérabilité ou une perte d'autonomie, vont basculer du coup dans une situation de difficulté du fait de ces aléas climatiques. Donc c'est comment les collectivités peuvent aussi avoir cela en tête et anticiper ce type de problématiques. Donc, ce qui va avec l'enjeu, la numéro 10, par exemple, d'intégrer ces populations vulnérables dans les plans de communaux de sauvegarde sur les villes qu'on a enquêtées, ce qui n'était pas du tout le cas pour le moment en tout cas. Donc voilà différents enjeux très rapidement que je vous liste ici. Vous pouvez retrouver donc la publication sur notre site internet si vous voulez regarder plus en détail avec voilà un petit peu le cadrage qu'on a pu faire sur ces territoires-là. Mais tout ça pour, je veux bien la diapo suivante s'il vous plaît, pour montrer que l'idée, ce serait de aussi faire un travail un petit peu similaire sur d'autres types de territoires, notamment sur les territoires ruraux, puisqu'on a pu voir que sur la ruralité, il y avait aussi des enjeux qui étaient un peu similaires. Alors pas forcément pour les mêmes raisons et pas le même attrait touristique ou héliocentré, etc. Mais il y a aussi une forte population vieillissante sur les territoires ruraux, comme vous le savez mieux que moi, et avec des besoins aussi spécifiques, alors qui sont différents peut-être des populations sur le littoral, mais ça n'empêche qu'il y a aussi des besoins pour les populations vieillissantes et qu'il y a aussi les enjeux liés au changement climatique qui émergent sur ces territoires-là. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir de s'interroger, d'aller un petit peu plus loin sur ces réflexions et de regarder comment en fait ces enjeux se croisent sur des thématiques comme les solidarités locales et les liens sociaux, comme on a vu tout à l'heure avec la présentation du service Solidarité Senior. On voit bien que c'est des enjeux qui sont très très présents pour les personnes vieillissantes. L'isolement des personnes âgées également, la mobilité, les déplacements, c'est ce que nous, on peut voir aussi très régulièrement sur les territoires ruraux qu'on peut accompagner également. C'est toujours la mobilité qui ressort souvent en premier dans les consultations seniors qu'on peut faire sur ces territoires-là. L'accès aux services de proximité, alors que ça soit les commerces, l'accès à la santé, aux rendez-vous médicaux, etc. Le parcours résidentiel également, quand on habite souvent dans ces territoires des grandes maisons, souvent anciennes, pas toujours adaptées, qui commencent à être compliquées à entretenir. Comment on fait? Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on trouve quelque chose à proximité, plus petit, etc. C'est aussi des questions qui se posent. Et puis l'accès aux soins avec des territoires où il y a de plus en plus de difficultés d'accès à notamment des médecins généralistes. Je pense que là aussi vous savez ça mieux que moi. Donc là, actuellement, on essaye de travailler à développer en fait une recherche sur ce sujet-là. Donc, si vous êtes intéressé pour échanger avec nous et aller plus loin et qu'on échange ensemble sur comment construire une recherche qui sera pertinente en fait pour apporter des clés au territoire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose aussi, in fine, qui soit aussi opérationnel et qui puisse répondre aux problématiques rencontrées par les seniors des différents territoires ruraux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a des volontaires pour vous accueillir, mais il y a des tiers-lieux qui expérimentent en région Grand Est, on l'a vu. Peut-être pour nous donner une indication un peu sur ce type de démarche de recherche, pendant combien de temps vous travaillez sur un territoire pour, Alors pour... c'est très variable, ça va dépendre du protocole méthodologique qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Donc ça va dépendre des partenaires qui sont autour de la table et puis évidemment du budget qu'on arrivera à décrocher pour une telle étude. Mais on va dire que pour une étude, on va dire qualitative, qui nous permette d'aller voir plusieurs situations, il faut compter au minimum 12 mois, 18 mois même plutôt. Ouais, entre 12-18 mois. Après, on n'est pas 18 mois tout le temps sur le terrain, hein. C'est quelques jours aussi où on a aussi du temps d'analyse, etc. Et qui sont les commanditaires en général Alors pareil, c'est très variable. Ça peut être des fondations, ça peut être des acteurs locaux, des associations qui vont être confrontés à des problématiques précises. Et après, ça peut être nous qui nous autosaisissons et on répond à des appels à projets. On monte des consortiums
et on essaye de s'entourer, alors d'autres chercheurs, d'autres acteurs qui sont concernés, et on va ensemble chercher des budgets pour pouvoir répondre aux problématiques qu'on a identifiées et pour lesquelles on estime qu'il faut aller investiguer un peu ces fonds. S'il y a d'autres questions, on est bien dans les temps, on a 10 minutes de questions. Tout le monde a bien joué le jeu. L'ensemble des intervenants et intervenantes. Question a priori. Alors, juste pour signaler, on est que dans le même bureau, ça reste. C'est bon. Pardon. Juste pour signaler, justement, nous, on a déjà eu un webinaire, une rencontre pour préparer ce webinaire. Et on a justement, dans le cadre, et je crois on est les trois concernés dans la EMI tiers-lieu, on a contacté Madame Roland Dely, justement, pour essayer d'avoir les services civiques qui allient justement des actions auprès des seniors, quelles que soient les actions, hein, que ce soit effectivement, comme on entendait, des ateliers jeux, des simples rencontres, notamment pour animer le café ou continuer à proposer des activités numériques ou des choses dans le genre. Ça, c'est quelque chose qui est en cours et qui est en lien avec le réseau national des tiers-lieux. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein. Oui, tout à fait. L'agrément, il est porté par la NTL. Et donc, c'est eux qui accueillent en fait juridiquement les contrats de service civique. Donc, effectivement, là, c'est par eux que ça passe. Enfin, c'est un partenariat du coup entre les trois structures. Et oui, oui, effectivement. Après, du coup, la référente service civique vient d'arriver à la NTL. Donc, voilà, elle prend son poste, je crois. Et si on fait un tout petit tour de table, peut-être par curiosité pour les personnes qu'on ne connaît pas, est-ce que les personnes qui sont présentes sont plutôt porteurs de projets de tiers-lieux et ont déjà des activités en lien avec les seniors, ou est-ce que c'est plutôt une envie d'aller vers? Alors, on en connaît certains, mais Alors, bah, je on ne connaît peux. pas. Bonjour. Donc moi, c'est Marina. Je suis sur le tiers-lieu Odile en bonne santé dans les Vosges à Decelles. Et du coup, bah, nous avons aussi des actions qui sont tournées vers les seniors. On a répondu à des appels à projets, bah, notamment avec la conférence des financeurs, par exemple, pour des groupes d'entraide mutuelle avec des thématiques spécifiques. Donc, on a des groupes de marche, on a des groupes sur du vélo électrique, on a un jardin de soins également, on a des groupes sur santé mentale et isolement, ou sur le répit des aidants. On travaille aussi avec, voilà, pour les seniors, mais aussi bah, pour les aidants. Et bah, là, on a répondu aussi à un appel à projet de la CARSAT sur Bienvenue à la retraite. Pareil, à proposer des activités bah, pour les seniors. On doit prochainement accueillir aussi avec une compagnie de théâtre des ateliers théâtre pour les seniors. Enfin, voilà, c'est vrai que sur nos territoires, on essaye de regrouper les personnes, de lutter contre l'isolement et puis de créer des échanges entre eux. Et bah, par rapport à la conférence des financeurs, euh, alors ça s'appelle ICOP, je crois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, voilà le programme ICOP qui permet d'évaluer euh, comment dire, les capacités des seniors pour voir la perte d'autonomie qui pourrait arriver, enfin voir les premiers signes de la perte d'autonomie pour pouvoir lutter contre ça. Et du coup, au niveau du tiers-lieu, on va tous se former à ICOP pour pouvoir évaluer les différents signes. Et l'idée, c'est que bah, les seniors qui viennent chez nous, régulièrement, on puisse faire des évaluations pour voir bah, l'évolution et puis maintenir leur bonne santé. Euh, voilà. Et bah, oui, j'étais très intéressée par le service civique senior, Marie. Donc,
Oui, je pense que ça nous intéresserait, nous, par exemple, d'accueillir un service civique senior chez nous par rapport aux actions qu'on va mettre en place. Donc, Mm. Bah, si... si jamais j'ai une collègue, du coup, ce qui est sur le territoire des... Vous êtes dans les Vosges, hein, c'est bien ça? Oui. Oui, bah, du coup, qui peut venir bah, vous présenter l'ensemble du dispositif, les démarches, les procédures, etc. Ah ouais, ben j'adorerais. Mais voilà, si vous m'envoyez vos On met la mise en coordonnées, contact, ou alors vous pouvez utiliser le vous chat m'envoyez pour, un petit mail, voilà, si ouais. jamais je crois que dans le diapo, il y a mes contacts, mais du coup, voilà, on pourra tout à fait échanger à ce sujet. Ouais, 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 ben avec grand plaisir. Merci. Est-ce que Marina, tu peux mettre dans la conversation le lien vers cet outil de ICOP, peut-être pour... Vericop? Ouais, d'accord, je vais chercher ça. Super. Alors, on a dans le chat deux témoignages. Donc, Joanne, qui doit garder son micro coupé, mais qui est porteuse d'un projet de tiers-lieu nourricier associé à un habitat participatif pour personnes âgées, autonomes et isolées sur le plateau du Vercors, dans la Drôme. Et nous avons Clem de l'Établi, qui porte un Fab Lab situé à Souston et propose de l'inclusion numérique via des ateliers ludiques, mais qui essaye également de développer un Living Lab pour co-designer des aides techniques avec seniors et jeunes. Je ne sais pas où est Souston, par contre. Mais nous avons touché un public extra-régional dans les Landes. Super. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Peut-être Elsa, je vais vous aviez votre caméra. Oui, bonjour. Enchantée. Moi, du coup, c'est Elsa Benel. Je suis chargée de projet de développement pour le groupe SOS. Et notamment en Moselle, on porte, on va dire, 10 projets. En fait, on est gestionnaire d'EHPAD et de résidence autonomie. Et on a souvent des espaces qui sont non utilisés, enfin, qui pourraient servir aux- enfin, qui pourraient plus s'ouvrir sur leur territoire. Et là, notamment, on a un projet à Morange. J'ai vu tout à l'heure ma collègue Karine Perrin qui était dans l'échange, mais qui a dû partir en cours de route. Où à Morange, on a un salon de bien-être qui qui est ouvert et qui accueille du public extérieur. Du coup, il y a des prestataires de socio-esthétique, etc., qui accueillent des personnes extérieures sur le territoire. Et là, on est en train de développer tout un deuxième volet. Du coup, c'est au sein de la résidence autonomie, mais vraiment autour du bien vieillir, autour du bien se nourrir, en lien notamment avec les besoins remontés par la mairie et le CCAS local. Euh, voilà, c'est toujours intéressant. Nous, du coup, on est plutôt dans une démarche de lancement parce que ça, c'est le projet le plus avancé en Moselle. Et il y en a d'autres qui veulent se lancer. Il y a des problématiques, bah, comme vous en parliez un peu aussi, bâtimentaires, d'espace, et des problématiques de juste, en fait, ça prend du temps de lancer un projet comme ça. Donc, il y a des choses qui se structurent en ce moment et un projet qui est lancé, qui est celui de Morange. Merci. Peut-être Thibaut, si tu veux témoigner également. Ouais, ben nous sur les seniors aujourd'hui, on travaille plutôt sur les sujets d'inclusion numérique. Donc, on accompagne beaucoup de seniors en situation d'électronisme, en lien aussi avec l'atelier de fabrication, où les seniors viennent fabriquer, apprendre à fabriquer des objets. Nous, sur un point sur lequel on n'en a pas beaucoup, qui n'a pas été évoqué beaucoup pendant la réunion, nous sur le bénévolat, aujourd'hui, c'est quand même largement les bénévoles qui travaillent avec nous sur des actions qui les portent ou qui les coportent. Donc ça, c'est quelque chose qui a pas forcément été beaucoup évoqué, mais eux mettent en place des clubs dédiés aux seniors autour de la club couture, club karaoké, club transition écologique. Là, c'est vraiment des actions qui sont portées par et pour les seniors, donc sur différents dispositifs. Et peut-être juste pour réagir sur la présentation qui était plutôt sur les services civiques. Nous, on est évidemment intéressés par le sujet des services civiques, mais on y voit une difficulté de recrutement des services civiques dans les territoires très ruraux comme les nôtres. Nous, on est basé à Poitéron dans les Ardennes, donc On a une des jeunes commune qui... rurale dans un département très rural. On a des volontaires qui étaient à Poitéron, au centre culturel, je crois, ou à la médiathèque de Poitéron. Donc, même dans les milieux ruraux, il y a des jeunes Ok, et on arrive à les mobiliser. Voilà, bon, on parfois c'est va. un peu plus long que dans d'autres endroits, mais on y arrive. Si jamais sur les projets numériques, on travaille aussi au niveau régional, mais aussi au niveau national, avec une association qui s'appelle Silver Geek. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, et qui vont du coup des actions numériques, et notamment nous, on travaille sur l'intergénérationnel avec eux, mais du coup, avec des trophées, des compétitions seniors autour avec des switches, tout ça. Et ça marche très bien dans plein de lieux différents. Donc, ça peut être aussi
voilà, en ressources pour aussi monter des projets sur le numérique avec une structure qui a du coup aussi pas mal de ressources. Voilà. Un Super. peu de pub pour les collègues. Est-ce qu'il y a encore d'autres témoignages? On arrive à l'heure de clôture de notre webinaire pour vous laisser repartir vers vos clôtures d'activité, bilan de l'année, demande de subvention éventuelle. Pas d'autres témoignages. Donc on enverra le PowerPoint évidemment à tous et toutes, le lien vers ce webinaire également, et puis les petites ressources qui ont été partagées en complément aujourd'hui. On a hâte de continuer à suivre les lauréats de l'AMI Bien Vieillir qui vont poursuivre leur expérimentation, puis on continuera à documenter ça ensemble l'année prochaine. Je vous remercie tous et toutes pour vos interventions, vos témoignages. Je vous souhaite une bonne fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour la plupart.